Hé, ne gaspille pas l'eau comme ça. Ben pourquoi? On en trouve partout de l'eau. Pas toujours. À qui elle appartient? Et d'où elle vient? Est-ce qu'elle est bonne partout? Dans toutes les fontaines? Et où elle va? Oh là là. Que de questions. L'eau est indispensable à la vie, c'est pourquoi il faut la protéger et ne pas la gaspiller. Déjà, au Moyen-Âge, entre le Lez, la Mosson et le Verdanson, Montpellier, fondé en l'an 1000 sur la colline du mont Pestellarium, a pu se développer grâce à sa situation géographique, carrefour de la voie domitienne et de la route du sel. Elle devint rapidement une étape pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Bien que proche du Lez et du Verdanson, la population n'utilisait pas l'eau de ces rivières pour sa consommation en raison de leur pollution consécutive à de nombreuses activités qui s'étaient développées. Moulins, tanneries, laveuses. Le développement de la ville a été favorisé par la nature géologique de cette colline et surtout à la présence d'une nappe phréatique dans son sous-sol. Cette nappe alimentait quelques sources en périphérie de la ville et a permis le creusement de nombreux puits dans l'enceinte fortifiée, donnant l'eau nécessaire à la vie de la population. On parle de plusieurs centaines de puits. Si nous n'avons pas de traces visibles des anciennes sources, nous avons une idée approximative de leurs emplacements. Elles étaient, dans leur grande majorité, situées en dehors de la ville et avaient un débit variable et plutôt de faible importance. Elles étaient aménagées en fontaines pour faciliter la prise de l'eau. Pour la bonne utilisation de ces fontaines, il existait des gardes spéciaux pour les surveiller. Elles étaient régulièrement nettoyées et il était interdit de s'y servir avec des comportes entre 11 et 13 heures et entre 17 et 19 heures, horaires réservés aux particuliers. Les gens aisés envoyaient leurs domestiques chercher l'eau, réputée meilleure que celle de leur puits. Il existait le métier de puiseurs porteurs d'eau. Ils étaient groupés en corporations sous la tutelle d'un possendier. Le portage de l'eau était surtout fait par les femmes. De nos jours, 2 de ces fontaines sont encore représentées et visibles. La première, la fontaine du Pilat Saint-Gély, au nord-est, était située sur les bords du Verdanson à la sortie de la ville, côté Porte Saint-Gilles, et proche du chemin de Castelnau. Après la modernisation de la place du 11 novembre, nous en avons une représentation symbolique au-dessus du Verdanson face au coron. La seconde, la fonte Putanelle, était située au nord-ouest, sur la rive droite du Verdanson, à hauteur de l'ancien hôpital Saint-Charles. Elle ne se retrouvait pas comme aujourd'hui directement sur le Verdanson, mais légèrement au-dessus. L'origine de son nom viendrait de la fréquentation de cette fontaine à la nuit tombée. Ces 2 fontaines ont été aménagées par Jacques Coeur au XVe siècle. En ce qui concerne les puits creusés dans l'enceinte fortifiée, ils ont été plus ou moins comblés et ont disparu. Ils étaient presque tous privés et réservés à l'usage des propriétaires. Certains étaient mis dans la journée à disposition du public, moyennant une taxe. Le plus ancien serait le puits des Esquilles, situé à l'angle des rues Puits des Esquilles et Vieille Intendance. Son nom viendrait du fait qu'une auberge de muletiers existait à cet emplacement. Le nom d'Esquille étant celui des clochettes que portaient les mulets, ou peut-être de la clochette agitée au moment de l'ouverture du puits au public. Il était considéré comme le plus abondant et donnant la meilleure eau. Le plus célèbre, le puits Saint-Roch, au 21 rue de la Loge, a distribué de l'eau aux pèlerins de Saint-Jacques. Nous pouvons encore voir quelques-uns de ces puits. Beaucoup sont situés dans des caves privées, d'autres visibles dans des cours ou angles de rue. Parmi ceux-ci, puits Pétrarque, l'hôtel Gérard, de la rue de l'Argenterie, du Grand Séminaire, de la Commanderie. Il existait aussi d'autres moyens de tirer de l'eau, comme les norias, dont celle de la maison Flotte près du pont Saint-Côme, ou celle du Verdanson, dont on peut encore voir les vestiges aujourd'hui.
Les nourias étaient surtout utilisés en dehors de la ville pour irriguer les jardins. Quelques autres puits disparus, puits à roue intérieure, celui de l'hôpital général, puis avec poulie de la maison Lafont, etc. Autre activité liée à l'eau, les étuves ou bains publics. La première étuve était située derrière la tour de la Babotte, puis a été transférée rue de la Blanquerie, actuelle rue de l'Université. Ces établissements n'étaient pas que des bains, et de nombreuses étuves furent fermées pour cause de prostitution. La nappe phréatique alimentait également le mikvé, bain rituel juif de purification. Celui-ci est situé rue de la Barralerie et est classé monument historique. Au XVe et XVIe siècle, la population de la ville augmentant considérablement, les sources et les puits ne fournissaient plus assez d'eau à la population, d'où la nécessité de trouver de nouvelles ressources en eau. C'est toute l'histoire de la rigole de Pitot. Henri Pitot, pensionnaire du roi de l'Académie royale des sciences de Paris, de la Société royale de Londres, censeur royal, inspecteur du canal de la jonction des mers et directeur des travaux publics de la province, a été requis par le maire et les consuls pour connaître, vérifier les sources, conduites et réservoirs de la fontaine du Pilat Saint-Gély et définir à qui appartient l'eau de la fontaine. Pitot enquête, fait des relevés et un croquis descriptif des petites sources alimentant les 3 bassins sur la rive gauche du Verdançon, actuellement le quartier des Beaux-Arts, de la canalisation en poterie qui passe sous le ruisseau pour alimenter la fontaine sur la rive droite du Verdançon. L'un des 3 bassins étant limite de la propriété de M. Josserand, qui réclame des droits sur l'usage et le prélèvement de l'eau du bassin. Après relevé et analyse de la question, la conclusion de Pitot ne faisait aucun doute. Voilà les preuves locales que les eaux des sources de la fontaine du Pilat Saint-Gély et les réservoirs où elles se ramassent appartiennent à la ville de toute ancienneté, ou si l'on veut, depuis un temps immémorial. C'est un bien qui appartient au public, qui est infiniment précieux et nécessaire. Ainsi, nous sommes bien éloignés de penser que M. Josserand, ni tout autre particulier propriétaire des fonds circonvoisins, soit en droit de faire des trous ou des puits dans son propre fond, capable d'attirer et de détourner les eaux des sources de cette fontaine publique. Fait à Montpellier le 6 août 1750. Le projet ingénieux d'amener l'eau des sources de l'allée ronde de Saint-Clément est né en 1267. Mais, faute d'argent et de volonté, il n'a pu se réaliser. L'eau manquait cruellement aux Montpelliérains. Le projet n'a pu se réaliser qu'au XVIIIe siècle. En 1751, Henri Pitot est chargé par le maréchal de Richelieu, les maires et consuls de la ville, de conduire l'eau de la fontaine de Saint-Clément dans la ville de Montpellier. L'aqueduc Pitot, appelé à l'époque la Rigole, est terminé en 1766. Rendons-nous sur place où des habitants locaux, fiers de leur source, nous attendent pour nous faire visiter les lieux. Documents quand même qui ont attesté que cette source existait dans les années 1300-1400, qui était très suffisante pour le peu de gens qui habitaient Saint-Clément. Et cette source, dès que la ville de Montpellier l'a vue, elle s'est vite empressée de l'enfermer dans un bâtiment. Mais évidemment, les gens de Saint-Clément n'étaient pas du tout contents parce qu'on leur avait pris toute l'eau. Alors dans l'acte de vente, il était stipulé qu'il était laissé une certaine quantité d'eau pour les gens de Saint-Clément et cette eau-là, elle allait à la sourcette. Voilà, donc nous rentrons dans l'essentiel du bâtiment de la source de Saint-Clément. Alors, un dôme en pierre de castris ou de Saint-Jean de Védas qui en forme cette coupole où à l'intérieur coule la source. On raconte que au début du Moyen-Âge, vraisemblablement,
Il faisait très très chaud par ici, comme en ce moment, et souvent les bergers allaient conduire leurs troupeaux vers les gouales. Il y avait un peu de transhumance. La légende nous dit qu'un jour, un berger s'était abrité, il était tellement chaud qu'il s'était abrité un peu sous les arbres pour laisser passer la grosse chaleur avant de reprendre la route vers la fraîcheur. Et quand cela a été le moment de repartir, eh bien, il a été très étonné car il s'est aperçu qu'un de ses moutons avait la laine du ventre toute mouillée, ce qui était assez exceptionnel vu la sécheresse qui résidait à ce moment-là. Il a été très intrigué et puis on raconte qu'avec son bâton, il a creusé la terre juste à l'endroit où se trouvait son mouton et alors, aux surprises, une belle source a jailli. Le débit initial des 3 sources est de 25 litres à la seconde, mais devint rapidement insuffisant, d'autant plus que les anciennes fontaines de la ville n'étaient plus entretenues et tombaient en ruine. La rigole est longue de 14 km, dont 9 en sous-sol et 931 mètres sur arcade. L'eau arrive dans le réservoir du Pérou pour être distribuée aux habitants par des canalisations dans 3 fontaines. La fontaine des Licornes, la fontaine des Trois Grâces et la fontaine de l'Intendance. Après quelques petits problèmes technico-financiers, ces 3 belles fontaines viennent enorgueillir la ville et réconforter les Montpelliérains assoiffés. Mais, après moult protestations des habitants de l'Écusson, il fut décidé que la communauté de Montpellier devra à perpétuité leur laisser l'eau pour leur usage, tant pour la boisson, l'abreuvage de leurs bestiaux, gros et menus, l'arrosage de leurs jardins. Cette période voit aussi la création de nouvelles fontaines et norias hors les murs. La population continuant d'augmenter et donc les besoins en eau, le débit de Saint-Clément seul ne suffisait plus. En 1837, il est question d'un projet visant à puiser l'eau dans la source du Lez, en remontant l'aqueduc de Saint-Clément jusqu'à la dite source dans le domaine de Restinclières. Les protestations des riverains du Lez, des entrepreneurs, craignant pour le débit du Lez, bataillèrent jusqu'en 1855 pour empêcher la réalisation du projet. Une commission d'enquête valida alors le prélèvement de 250 litres à la seconde, amené par un prolongement de l'aqueduc de Saint-Clément à la source de Restinclières, soit un canal de 5 km. La ville put alors construire de nouvelles fontaines que l'on voit encore aujourd'hui. La population augmentant considérablement, cela ne suffit plus, d'autant que le canal vieillissait, avait de nombreuses fuites, voire des prélèvements sauvages. En 1982, il fut donc décidé de le fermer. Le modernisme avait permis de trouver une solution technique plus efficace. C'est ce dont nous allons vous parler maintenant. La croissance démographique, d'une part, des besoins nouveaux associés à l'évolution du mode de vie, d'autre part, font que Montpellier a toujours été en quête de ressources supplémentaires en eau. La situation actuelle résulte des choix faits dans les années 1970. À cette époque, l'option de traiter l'eau du Rhône prélevée dans le canal Philippe-Lamour était en concurrence avec une exploitation plus intense et rationnelle de la source du Lez. Cette dernière possibilité, ouverte par les travaux originaux d'hydrogéologie du professeur Jacques Avias, en poste à Montpellier et précurseur dans ce domaine, a été choisie par Georges Frêche, maire de l'époque. Ce dernier préférait faire boire à ses concitoyens de l'eau de source plutôt que celle du Rhône. Rappelons les principales étapes du captage du Lez. 1765. L'aqueduc, imaginé par Henri Pitot, est mis en service. 1854. L'aqueduc est prolongé de 5 km. 1879. Le prélèvement autorisé passe à 125 litres seconde. 1900. L'autorisation de prélever est portée à 250 litres seconde. 1931. Le prélèvement est porté à 400 litres seconde
associée à l'obligation d'un débit réservé du lèse de 160 litres secondes. 1961, le professeur Jacques Avias coordonne les essais afin d'évaluer le potentiel de l'aquifère du Lèze. 1968, 3 pompes sont immergées dans la vasque de la source. Mais en basses eaux, il faut faire appel à l'eau du Rhône traitée pour satisfaire les besoins du réseau. 1981, nouvelle DUP autorisant un pompage de 1700 litres seconde. 1982, mise en service de l'usine souterraine. De nos jours, le pompage est réalisé dans la rivière souterraine. Le schéma explicite les paramètres importants de l'installation. Le niveau de l'usine souterraine est calé sur celui de la résurgence du Lèze. La galerie de chantier d'accès à l'usine sert de cheminement à la conduite d'évacuation de l'eau. Cette disposition optimise les besoins d'énergie nécessaires au pompage. Le niveau du Lèze, dans sa partie souterraine, dépend du débit de pompage, limité par la DUP à 1700 litres par seconde, et des apports du bassin aquifère qui alimente la veine dans laquelle on pompe. La DUP fixe le niveau minimum qui ne doit pas être dépassé à la cote de 35 mètres. Conséquence favorable du pompage du réservoir karstique, le volume dénoyé fonctionne en tampon. La connaissance de ce fonctionnement permet aux prévisionnistes météorologues de mieux appréhender l'importance des crues du Lèze. Autre conséquence favorable de cette exploitation dynamique de la ressource, le Lèze ne subit plus d'étiages longs et catastrophiques. L'apport de débit réservé de 160 litres par seconde permet de satisfaire les besoins de la flore et de la faune pour le bien-être du fleuve et des Montpelliérains. L'usine, entièrement automatisée, est télécommandée depuis le complexe François Arago, situé à Montpellier, où les eaux sont traitées. Le synoptique de commande visualise l'ensemble du processus, depuis le pompage du Lèze jusqu'à la livraison d'eau potable en passant par le préconditionnement avec des réactifs de flocculation, la décantation, qui sépare les particules solides, puis la filtration sur des lits de sable. L'eau est ensuite stérilisée au chlore avant d'être dirigée dans les imposants réservoirs de stockage de Montmaur. L'installation comprend 2 réservoirs, chacun ayant une capacité de l'ordre de grandeur d'une journée de consommation. Avec les ressources actuelles en eau et des installations de traitement adaptées, Montpellier Métropole peut envisager sereinement les 20 prochaines années. La décroissance de consommation par habitant, soutenue par des campagnes de sensibilisation, devrait y participer. Une autre ressource, cachée voire enfouie, peut aussi y contribuer. Il y a peu de lustres, moins d'une dizaine, des coupures d'eau volontaires destinées à limiter la consommation étaient pratiquées pendant les sécheresses. Georges Frêche a vu la situation embellir suite à son choix de pompage. Ceci lui donna l'idée d'une ville aux 100 fontaines. Son projet prit corps et 58 fontaines ornent actuellement la ville pour le plaisir des yeux et des oreilles. Cet aperçu sur l'eau ne peut s'achever sans évoquer le besoin impératif et même vital de ne pas la gaspiller. Son cycle naturel est complexe et la ressource potable exploitable n'est pas sans limite. Les prélèvements deviennent excessifs lorsqu'ils affectent la nature. Dans le contexte actuel, tout gaspillage conduit certes à des surcoûts d'exploitation, mais plus conséquents à des épuisements de ressources par les modifications engendrées sur le milieu naturel. C'est notre comportement au quotidien qu'il faut savoir remettre en cause. Soyons vigilants et responsables.